Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur le pavillon de la francophonie à Kinshasa où nous sommes à l'occasion de la 9e édition des Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'égale participation des jeunes femmes au sport. Et pour nous pencher sur cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Nancy Tiaba, qui est avocate à la Cour d'appel de Kinshasa, si je ne me trompe pas, et qui est également ceinture noire 4e dan de karaté et coordinatrice au sein de la Dynamique des jeunes femmes sportives, une organisation qui travaille à la promotion du sport féminin. Bonjour Nancy. Bonjour. Nous avons également le plaisir d'accueillir Madame Annie Tenga Modi. Vous êtes une activiste féministe et vous êtes directrice exécutive de l'organisation non gouvernementale Afiamama, que vous avez fondée en 2012, si je ne me trompe pas, avec laquelle vous militez non seulement pour le leadership féminin, mais également pour les droits des femmes et contre les violences faites aux femmes, notamment en période de conflit et de guerre. Bonjour Annie, merci d'être avec nous. Nous avons également le plaisir d'accueillir Pamela Aplogan, qui est chef de l'unité jeunesse, sport et citoyenneté de l'Organisation internationale de la francophonie et qui est également une ancienne athlète et championne de basketball et judo. C'est ça. Bonjour Merci. Pamela. Bonjour Inès. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Vyosa Redjepi, qui est attachée de communication à l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'IFEF, qui est basé à Dakar, et qui est experte dans le domaine des projets de développement, d'éducation et d'apprentissage numérique, notamment à destination des enfants, des jeunes et des femmes. Bonjour Vyosa. Bonjour Inès. Alors, on le sait, les bénéfices du sport sont multiples, aussi bien pour la personne qui pratique le sport que pour la communauté et la société à laquelle cette personne appartient et dans laquelle elle vit. Le sport est un langage universel et fédérateur. Quand on pratique un sport, c'est les mêmes règles pour tout le monde, c'est les mêmes terrains pour tout le monde. Et donc ça permet de transcender les frontières et les cultures. Et ça permet également de développer le lien social, parce que bon, même si on fait un sport individuel, on le fait avec d'autres. Ça permet également de mettre en avant l'entraide, la tolérance et la compréhension de l'autre, qui sont également des valeurs fondamentales de la francophonie. Malheureusement, je dirais, aujourd'hui, les femmes et les filles qui sont intéressées par la pratique du sport, quel que soit le niveau, font toujours face à des stéréotypes de genre dans la pratique et dans leur participation qui sont persistants, ainsi qu'à de nombreux défis qui entravent leur égale participation au sport. Donc, Madame Chiaba, si je me permets de vous appeler Nancy. Nancy. En tant que coordinatrice de cette association pour la dynamique des jeunes femmes sportives, quelle est votre appréciation sur l'insuffisante participation des filles et des femmes au sport de haut niveau et au sport en général ? Déjà, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas assez de femmes qui pratiquent dans le monde entier. Et dans mon pays, je dirais il n'y a que peut-être 25% de femmes qui sont dans le sport. Et surtout dans les arts martiaux, je pourrais parler même de 15%. Donc c'est déjà là où il y a un problème. Il faut d'abord commencer par motiver, encourager et faire la promotion du sport féminin comme il le faut pour que la jeunesse comprenne les avantages qui regorgent les activités physiques ou encore le sport. Vous venez de parler de la faible promotion du sport féminin, qui est un des défis pour la pratique féminine du sport. Quels sont à votre sens les autres principaux défis et freins que rencontrent les femmes et les jeunes filles à la pratique du sport ? Déjà les parents eux-mêmes. On a du mal que les parents encouragent leurs filles à pratiquer le sport. Et arriver dans des clubs, pour ne pas parler d'abord des équipes au niveau national, arriver dans des clubs, il y a des clubs où les entraînements des enfants sont séparés, où encore les filles ne sont pas vraiment considérées comme il le faut.
dans leur place comme filles, au lieu de les laisser tous ensemble, comme les athlètes, travailler ensemble. Et c'est ce qui crée aussi le problème de le bas âge, parce qu'on ne peut pas ignorer déjà de le bas âge, sur 3 à 4 ans, il y a déjà 2 qui arrêtent les sports de le bas âge. Parce que lorsqu'elles arrivent, on le parle déjà de sport comme étant sport masculin, et tu vas perdre ta féminité. On le fait peur pour lui dire qu'on va te tabasser, tu vas perdre. Et déjà, ça, l'enfant a ça dans sa tête, elle s'est dit, mais je ne pars plus. Et quand elle arrive à la maison, les parents ne savent pas aussi le pousser. Et c'est fini, on perd déjà ses talents. Pamela, vous êtes une ancienne athlète, une ancienne championne. Est-ce que les obstacles et les freins et les défis dont vient de nous faire part Nancy, c'est quelque chose qui vous parle et est-ce que ce sont les obstacles qui sont à surmonter pour encourager la participation des femmes dans le sport, notamment au haut niveau ? Oui, absolument, mais avant de commencer, c'est déjà te dire merci, et merci à nos panélistes, et également à la francophonie qui nous permet quand même d'avoir ce dialogue, à la RDC aussi, puisqu'on est là pour les Jeux de la francophonie, mais complètement, je fais écho à ce que Nancy vient de dire. Moi, j'ai été athlète, j'ai été journaliste, j'ai été également ambassadrice de projets de sport au service du développement. Mais oui, quand on parle de sport déjà de haut niveau ou de sport loisir, il faut savoir que les filles, les jeunes femmes notamment, viennent au sport soit par la passion, soit par le talent, ou soit par l'encouragement des parents. Mais je pense que c'est surtout l'envie qu'il faut maintenir, et ça c'est la première difficulté. La première difficulté quand on vient au sport, c'est de pouvoir maintenir l'envie. Et elle l'a si bien dit, les stéréotypes. Moi, je me rappelle très bien que ce soit sur le terrain ou sur le tatami, à chaque fois, c'était des critiques. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu viens faire là? Etc. Et quand on vient à l'entraînement au basketball, c'est tout naturel pour l'équipe masculine de pouvoir occuper la moitié du terrain et progressivement tout le terrain. Alors que nous, en tant qu'équipe féminine, on n'a pas cette, je dirais, liberté de venir sur le terrain quand eux, ils sont en train de s'entraîner. Donc ça voudra dire qu'on perd notre temps d'entraînement, qu'on perd notre temps de préparation à pouvoir gagner d'autres matchs ou à gagner des combats, etc. Et je pense qu'au-delà de ça, il y a beaucoup de choses. Quand on prend des athlètes femmes, il faut savoir que dans nos sociétés, toujours par rapport aux stéréotypes, il y a très peu de paroles données aux sportifs, donc aux athlètes femmes, que ce soit dans des espaces comme ça ou que ce soit dans les médias. Il n'y a pas assez de médiatisation. Il n'y a pas assez d'infrastructures sportives de proximité pour permettre aux filles d'aller pratiquer le sport le plus proche possible de leur maison. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu pratiques le sport, c'est aussi te mettre à risque parce que tu peux être confronté à toutes les difficultés. Donc, il faut des infrastructures adaptées. Je me rappelle aussi, parce que tu parles de ça, je pense que la question du modèle dans le sport est aussi un obstacle pour maintenir les filles dans le sport. Moi, j'ai pratiquement jamais eu de coach femme, ni de professeur de sport femme. J'en ai découvert quand j'étais à l'université, à l'Institut de la jeunesse et du sport, l'INJEPS. Il y en a, mais moi, j'en ai pas eu. Et je pense que les filles, quand elles ne voient pas d'autres femmes faire ce qu'elles ont envie de faire, elles ne peuvent pas évoluer en le faisant. Donc, c'est vraiment beaucoup d'obstacles, la question des équipements, du financement, de l'accompagnement, des entraînements. Donc, vraiment, que ce soit au haut niveau ou que ce soit juste la pratique par la passion, donc le sport loisir, il y a assez de difficultés. Il n'y a pas assez de promotion de sport, études, emploi, par exemple. Oui, moi, en tant qu'athlète, je suis passée par ces stéréotypes-là. J'ai aussi eu la chance d'avoir des coachs masculins et une famille aussi qui m'a soutenue dans la pratique de mon sport. Donc, c'est assez de stéréotypes que nous, aujourd'hui, tous ici, on devrait prendre conscience de ça et réaliser qu'une femme qui fait du sport, une fille qui fait du sport, c'est un génie, c'est un talent, c'est une passion qui est à l'œuvre. Il faut pouvoir l'encourager au maximum possible. En termes de visibilité, en termes d'accompagnement, en termes d'éducation, etc. Nancy et Pamela, mais je vais m'adresser à Nancy. Vous avez soulevé au tout début de votre intervention le stéréotype des sports masculins et des sports féminins. Et vous pratiquez le karaté, qui est un sport, un art martial, qui est souvent majoritairement perçu comme étant un sport masculin. Et donc, comment est-ce que vous percevez la pratique des jeunes femmes vers ces sports qui sont dits masculins comme le karaté? Bon, déjà, il n'y a pas de différence parce que lorsque nous arrivons au dojo, on nous dit qu'il n'y a pas de sexe dans le sport. Donc, le premier jour, quand tu arrives, moi, on m'a dit qu'il n'y a pas de sexe dans le sport.
Donc, tu dois te considérer comme athlète, tu dois travailler comme tout le monde. Alors, ce n'est pas facile. D'abord, pour s'intégrer, ce n'est pas facile au début parce que, comme vous le savez, la femme, à la maison, on l'élève pour dire que non, tu es une femme, tu es faible, tu ne peux pas faire ça, il ne faut pas forcer, et au risque de perdre ta féminité ou autre. Mais quand tu arrives au club, on t'impose des pompages, on t'impose des séries de cuisses, des séries de mollets, et ce n'est pas facile. Les abdos qu'il faut travailler. Alors, il faut vraiment que tu t'intègres. Il faut que la jeune fille s'intègre et se donne, comme venait de dire Mme Pamela. D'abord, l'amour de la chose aussi, ça fait partie. La passion, si tu es passionné de la chose, alors tu vas surpasser ces moments difficiles parce que ce n'est pas facile. Il y a aussi, tu viens de le dire, il y a pas de, pardon, excusez-moi, vous venez de le dire, il n'y a pas de genre dans le sport. Et pourtant, on continue à considérer des sports comme étant masculins et certains sports comme étant féminins. Et alors ma question, justement, Nancy, ce serait comment est-ce qu'on peut renforcer la mixité dans des sports qui sont considérés comme étant masculins ou même dans des sports qui sont considérés comme féminins? Et si, Pamela, vous voulez intervenir, bien sûr. Déjà, moi, je dis dès le bas âge, on doit apprendre aux filles et aux garçons de travailler ensemble. Déjà, mettre le sport en avant dans les milliers, comme venait de dire Mme Pamela, nous avons un sérieux problème d'infrastructure dans le quartier déjà. Donc vous allez voir, surtout particulièrement ici au Congo, c'est difficile pour trouver les filles en train de jouer au football avec les hommes dans un terrain du quartier. Déjà, il faut mettre les enfants ensemble de le bas âge, qu'ils grandissent ensemble pour qu'ils comprennent que non, ce que nous faisons, il n'y a pas de différence. Ce que je fais comme homme, comme garçon, elle aussi, elle peut le faire comme étant une fille. C'est ça. Donc peut-être pour compléter, moi, je me suis toujours sentie sur le terrain comme un être humain. Pas femme, pas homme. Mais c'est aussi sur le terrain, sur le tatami, que je me suis sentie le plus femme. Parce que je m'entraînais avec des femmes, justement. Et parce que j'avais en face de moi des hommes, donc je comprenais nos différences tout en sachant très bien que je suis capable de faire exactement ce qu'ils sont en train de faire. Le sport, c'est un monde à part, mais en réalité, ce n'est pas un monde à part parce que c'est ce qui se passe dans la société qui se réplique exactement dans le sport. Les rôles traditionnels des filles et des femmes qu'on connaît dans la société se retrouvent dans le sport. Et donc, c'est calqué exactement sur les stéréotypes qu'on a dans la société. Et pour pouvoir arranger ça, justement, c'est déjà de comprendre que les règles auxquelles les athlètes qu'on impose aux athlètes dans la pratique de leur sport, qu'ils soient hommes ou femmes, ce sont les mêmes règles. Tout à fait. C'est le même temps d'entraînement. C'est le même score à la fin de chaque match. C'est la même médaille or, argent, bronze. À partir de ce moment, il faut déjà, nous, en tant que communauté, même si on n'est pas athlète, même si on n'est pas dans le domaine du sport, accepter le fait que la pratique du sport en elle-même, c'est une expression de soi et c'est une expression vers sa société, vers son identité. Il faut qu'on accepte ces choses-là, mais ce n'est pas très simple, en fait. Ce n'est pas très simple du tout. Donc, les normes de genre, en fait, tant qu'ils vont exister dans la société, ils vont exister dans le sport. On masculinise certaines disciplines parce qu'on estime qu'elles demandent plus de force, qu'elles demandent plus d'énergie, qu'elles demandent plus de virilité. Moi, j'ai été judoka. Et quand on me projette sur le tatami, quand je tombe exactement comme un homme tombe. C'est la même douleur. C'est les mêmes règles. Mais quand je viens sur le tatami et que je salue, tout ce que je sais, c'est que je dois être soumis à des principes sur le tatami qui n'ont rien à voir avec le fait que ce soit un homme ou une femme qui soit en face de moi. Exactement. Donc, si on veut briser ces stéréotypes dans le sport, on doit commencer à les briser dès le cercle familial, comme elle l'a dit. Et Madame est activiste, je pense. Il y a une lutte à mener pour qu'on puisse arriver à normaliser la pratique du sport pour tous les êtres humains. Exactement. Justement, j'allais me tourner vers Madame Modi, vers Madame Annie Modi. Comme Pamela vient de le dire, vous êtes une activiste et vous luttez, comme on l'a dit tout à l'heure, pour l'émancipation des femmes et des jeunes femmes et des filles et contre les violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Et Nancy et Pamela l'ont évoqué. Il y a des risques des violences dans la pratique du sport. Et ma question pour vous, ce serait, selon vous, comment est-ce que le sport peut-il permettre de lutter contre ces violences faites aux femmes ?
Merci beaucoup Inès et je vais remercier aussi toute l'équipe qui a organisé ces panels et la francophonie parce que c'est très important. J'étais un peu surpris de voir qu'il y avait quand même un panel réservé à promouvoir cette participation égalitaire dans les milieux sportifs. Alors, pour parler de comment est-ce que le sport peut aider à lutter contre les violences, je pense qu'il faut d'abord rentrer, comme Pamela a souligné, dans les racines, les sources de ces violences-là. Parce que si nous ne comprenons pas les causes profondes de ces violences, nous pouvons utiliser les sports ou même les lois. Si les lois n'ont pas encore pu éradiquer les violences, je ne pense pas que parler du sport seul, sans les lier à d'autres efforts ou d'autres domaines, peuvent éradiquer les violences. Et donc, on doit comprendre que les violences basées sur le genre, c'est enraciné dans notre système sociétal qui est patriarcal ou qui l'a été depuis très longtemps. Donc nous ne pouvons pas du jour au lendemain espérer que les choses changent comme avec un bâton magique. Donc c'est progressivement que des efforts sont en train d'être mis en œuvre pour essayer de transformer les règles, déconstruire ce qui a été construit dans les systèmes patriarcaux pendant très longtemps et reconstruire progressivement une société plutôt égalitaire, mais quelles que soient les approches que nous pouvons utiliser, il est très important que cela soit basé sur des principes de droit. C'est important, pourquoi? Parce que les lois sur lesquelles nos droits, en fait, les lois qui garantissent nos droits, ne garantissent pas seulement les droits de jouir de notre liberté d'expression, de soi, mais aussi il y a des mesures contraignantes qui viennent avec. Parce que aucun être humain n'aimerait changer ce qui lui procure des privilèges. Oui. Ce n'est pas facile, je pense, dans un système patriarcal où les rôles ont été distribués aux hommes, aux femmes, aux garçons, aux filles, et souvent de bonne foi. Je dis toujours, souvent ça a été de bonne foi. On a voulu protéger les jeunes filles, par exemple, en pensant que faire le judoka pour une fille, ça faisait mal et qu'on ne voulait pas qu'une fille puisse avoir mal. Mais les lois et les droits donnent l'obligation d'une participation égalitaire. C'est très important. Et maintenant, deuxièmement aussi, comme j'ai dit, ça a été enraciné, c'est enraciné dans nos coutumes, dans nos us, dans les normes sociales. Alors, il faut aller chercher les causes profondes pour commencer à adresser la question. Les sports comme moyen de lutter contre ces violences ou comme moyen de faire passer le message. Il est important de souligner ça parce que les sports rassemblent des centaines de milliers de personnes. J'ai appris des sportifs que les milieux sportifs, c'est un milieu immoral. Ça j'ai entendu des sportifs que c'était un milieu immoral. Donc, si vous êtes à l'extérieur de ces milieux, vous ne pouvez pas comprendre comment adresser des questions de violence dans un milieu sportif. Alors, en ce qui concerne Afiamam en tant qu'association, il nous a fallu à nous d'approcher le monde sportif en travaillant avec les karatékas, par exemple. Eux nous ont permis de pénétrer le monde pour comprendre comment ça fonctionne, les judo, les foot, et maintenant faire le pont entre le monde sportif et le monde d'activisme, afin que nous puissions donner d'abord le message, parce que la pratique ne peut pas changer. C'est le message qui accompagne la pratique sportive qui peut contribuer à ces changements. Et ces messages peuvent contribuer aussi au changement des perceptions qu'ont les uns et les autres de rôle de chacun. Parce que si un garçon chez lui à la maison n'a pas appris à regarder sa sœur comme un être à part entière, ce n'est pas sur le tatami qu'il va apprendre à vous respecter, Madame Pamela. Ça ne va pas arriver comme ça. Donc, sa perception d'une fille, ça va rester une fille, c'est une fille. Et donc, dès que vous arrivez, ces paroles, ça va être le parole stéréotypé qu'il a appris, ces gestes, ça va être les gestes qu'il a appris, ou il peut même vous décourager. Alors que
pour lui, il va penser que c'est toujours la bonne foi qu'on l'a appris. Il est habitué à protéger sa sœur. Il arrive, il voit une fille, donc il peut vous assimiler à sa sœur et chercher à vous protéger, alors qu'à vous décourager. Vous savez, il y a plusieurs manières d'exprimer sa protection. À vous décourager, alors que là, vous venez tous pour participer de manière égalitaire. Pamela a souligné autre chose. Elle a dit que ce qui se passe dans le monde sportif, c'est au fait l'émanation de ce qui se passe dans notre société. Donc, pour changer les violences qui peuvent se passer dans le monde sportif, il faut commencer à les adresser dans notre communauté. Ça veut dire dans la maison, dans nos églises, à l'école, afin que les enfants qui vont quitter leur maison pour venir dans les clubs, pour venir participer dans les compétitions sportives, puissent tous venir pas avec cette mentalité remplie de stéréotypes, mais qu'ils viennent avec une mentalité de se dire que je peux rencontrer d'autres êtres humains, filles ou hommes, peu importe, mais ce sont les règles et les principes qui régissent les sports que nous allons pratiquer qui sont le plus importants. C'est très intéressant que vous parliez de changement de perception, parce que tout à l'heure, Pamela a soulevé un point qui, je pense, est aussi crucial, c'est qu'elle n'a pas eu de coach ou d'entraîneur, de professeur de sport féminin avant l'université. C'est très long comme période. Et justement, vous qui travaillez sur le leadership féminin, comment est-ce qu'on peut renforcer le leadership des filles et des femmes pour atteindre l'égalité, et surtout comment est-ce qu'on peut renforcer le leadership des filles et des femmes dans le sport pour participer à ce changement de perception dont vous parliez? Encore une fois, merci. Notre travail, nous commençons à travailler avec les enfants qui sont encore dès le bas âge. Et une chose aussi que nous faisons, c'est mettre en relation ces filles et des garçons avec les femmes et des hommes pour leur inspiration. C'est très important parce que l'expérience de Pamela, c'est l'expérience de plusieurs adultes athlètes aujourd'hui, femmes, qui n'ont pas eu de repères, qui n'ont pas eu de modèle. Alors, autre chose que nous faisons aussi, c'est travailler avec les parents, parce que les enfants suivent quand même les orientations de leurs parents. Et les enfants sont soumis à l'autorité de leurs parents. Alors, plus de parents qui comprennent le bien fondé de la pratique sportive pour leurs filles et pour leurs garçons, mieux c'est, parce qu'après, ces enfants peuvent avoir l'autorisation, l'encadrement ou l'accompagnement de leurs parents dans leur passion ou envie d'aller participer ou pratiquer les sports. Donc nous travaillons avec les enfants, nous travaillons avec les parents, nous menons aussi des activités, comme j'ai souligné, des mises en relation des enfants envers des personnes qui peuvent servir de modèles. Et en parlant de ça, nous avons une approche chez nous que nous appelons les champions. Donc les champions de la masculinité positive, les champions aussi des droits à la santé sexuelle et reproductive, parce que je vais quand même mettre un accent particulier sur ça. Autant nous voulons qu'il y ait une participation égalitaire, il est extrêmement important de souligner que la nature féminine et masculine, de par notre physionomie, a des différences qui ne vont pas changer. Ça veut dire que là, en ce moment-là, ça demande à ce que ceux qui encadrent ou les autorités sportives puissent aussi prendre des mesures qui vont répondre aux besoins des uns et des autres. Par exemple, un exemple simple, chaque mois, une jeune femme en âge de reproduction a ses menstrues. C'est tout naturel. On ne va pas exiger à un garçon de commencer à avoir des menstrues et il faut parler de l'égalité. Par contre, on va demander à ce que les clubs ou l'organisation puissent prendre en compte
cette spécificité, ces besoins qui est purement féminine pour mettre l'athlète femme ou fille ou jeune fille dans des conditions qui vont lui permettre de participer de manière égalitaire. Si elle a des menstrues douloureuses, elle doit avoir tout naturellement des produits pour calmer ses douleurs. Elle doit avoir ses serviettes hygiéniques. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est ce qui manque assez souvent. Les installations, par exemple, hygiéniques, les hommes n'ont pas besoin de beaucoup de choses, mais les filles ont besoin de l'eau, de leur espace, de leur intimité. Les garçons peuvent se retrouver à 5 ou à 6 ou à 10, peuvent s'échanger. Moi, je vois quand j'accompagne mon époux faire son sport, son football, ils s'échangent comme ça. Pourtant, c'est un avocat. Quand ils font le sport, je me demande où est passée la partie droit. Mais pour les filles, si c'était des femmes avocates, je suppose qu'elles auraient eu besoin d'un espace un peu plus intime pour qu'elles puissent s'échanger en toute intimité. Donc, il est important, même dans nos efforts de promouvoir une participation égalitaire des femmes et des hommes, des filles et des garçons dans les pratiques sportives, de considérer aussi le besoin spécifique des femmes et des hommes. Autre chose que j'ai dit, pour créer, au fait, c'est l'environnement sportif qui doit être assaini. Et ce ne sont pas que les femmes qui ont besoin d'aide. Les garçons aussi en ont besoin. Comme j'ai parlé de l'exemple de la masculinité positive, nous avons des champions en masculinité positive qui, eux, parlent aux garçons. Parce que si un garçon voit un homme qui est son modèle en train de considérer une femme autrement, considérer une fille comme un être humain à part entière, comme Pamela a mentionné, ça va faire un déclic dans la tête de ces garçons ça va contribuer dans sa manière de percevoir une fille, pas comme un être faible, mais comme un être humain à part entière qu'il faut respecter, qu'il faut considérer, qui a de droits, qui n'a pas que de devoirs. Et au-delà de l'approche sur la masculinité positive que j'ai mentionnée, j'ai parlé des travails avec les parents. Il y a aussi les travails avec le média, les travails avec les autorités religieuses et traditionnelles. C'est très important dans notre contexte parce que nous avons tellement des assemblées spirituelles que les populations écoutent plus ce que disent leurs leaders spirituels que ce que disent nos lois. Chaque citoyen a un pasteur, mais peu de citoyens ont des avocats comme on aurait des médecins. Pour dire que si j'ai mal à la tête, je vais consulter un médecin. Beaucoup de gens dans notre contexte ne consultent pas des avocats en amont. Ils cherchent des avocats quand il y a déjà un problème, quand c'est trop tard au fait. C'est pour ça l'importance de travailler avec les autorités qui ont de l'influence sur des centaines de milliers de personnes. Parce que c'est eux qui vont contribuer à ces changements progressifs des mentalités et des perceptions dont j'ai parlé tantôt. Moi, je voudrais revenir avec Nancy sur quelque chose qu'a évoqué Annie, qui était l'encadrement sportif et les instances sportives, parce que beaucoup des problèmes structurels qu'on rencontre pour la participation des femmes au sport provient de l'encadrement et du fait qu'il y a peu de femmes qui peuvent, dans ces structures, mettre en avant l'expérience féminine. Et comme le disait Anne, comme le soulignait Annie, ne serait-ce qu'au niveau de l'hygiène, au niveau de la physiologie. Et je voulais vous demander, Nancy, comment est-ce qu'on peut permettre aux femmes d'accéder à des postes de direction et d'encadrement dans le milieu du sport? Merci beaucoup. Déjà, dès les bas âges, quand l'enfant arrive à un niveau, il faut l'apprendre déjà comment encadrer dans des clubs, premièrement, moi je dis. Et à part cela, si un athlète de haut niveau, comme on a eu la chance, doit avoir une vision de son après-carrière. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on le voit,
Elle est là, elle pratique, mais elle n'envisage pas demain, elle sera qui. Et elle va souvent, ça nous surprend. Déjà, je suis à la porte, je ne sais pas où aller. Oui. Alors, comme par exemple, maintenant, je suis entraîneur adjoint à l'équipe nationale de karaté. Donc, tout ça, ça s'est préparé. Au dojo, déjà, je m'ai préparée, j'encadrais au club, tout ça. Je me disais, on m'apprenait comment encadrer les autres parce qu'il y avait déjà un niveau. Donc, c'est-à-dire, les encadreurs masculins doivent aussi apprendre aux femmes qui pratiquent dans leur club déjà comment rester, comment prendre la tête de la chose. Et l'athlète féminin, elle-même aussi, elle doit avoir la vision après sa carrière, qu'est-ce qu'elle va devenir. Et du côté des instances de prise de décision, on a un sérieux problème parce que les fédérations ne respectent pas le règlement, leur loi ou encore la loi du pays qui parle du sport. Parce que quand la loi dit qu'il faut avoir au moins 30% de femmes, mais vous allez arriver aux élections, il n'y a pas de femmes, et cela ne dérange même pas les sociétaires qui vont venir voter. Et ça passe. Alors moi, je pense que les fédérations mondiales, peut-être, doivent s'imposer à ces points-là. Ils doivent s'imposer pour dire que chaque fédération doit au moins avoir la représentativité féminine. Parce que les femmes sont là, elles veulent aussi prendre part, mais parfois elles sont étouffées. Elles sont étouffées et on ne leur permet pas vraiment d'accéder. Et ce n'est pas facile. Quand tu es seule entre les hommes, et pour sortir, ce n'est pas facile. Donc déjà, il faudrait qu'on les appuie du côté communication et la formation de le bas âge pour comprendre qu'après ma carrière, qu'est-ce que je dois devenir. Et parce qu'on vit dans les milieux, on connaît comment ça se passe, les rouages, tout ça. Il faut maintenant apprendre comment rester, comment diriger. Du côté des entraîneurs ou encadreurs, c'est comme je venais de le dire, on doit déjà apprendre aux femmes, aux jeunes athlètes de leur club qu'il faut encadrer à un certain niveau. Tu deviens l'encadreur dans ton club. Et c'est vrai que le club peut te pousser, mais il faut aussi avoir la volonté et la détermination, donc c'est-à-dire la vision de ce que tu vas devenir demain. Donc c'est ce qui manque vraiment à certaines athlètes. Elles sont là, elles pratiquent. Après un moment, il y a quelqu'un qui va lui dire tu es une femme, hein, il faut aller te marier, il faut avoir des enfants. Et du coup, elle est partie, elle a oublié qu'elle a passé tout son temps, toute sa carrière dans ces milieux-là et qu'elle peut aussi donner le meilleur d'elle aux générations futures et elle part. Donc déjà, moi j'aime des plateaux pareils parce que déjà la femme va écouter, elle va comprendre que je suis athlète aujourd'hui, demain je serai qui. Elle doit déjà se préparer pour ça. Est-ce que vous avez des recommandations justement pour les encourager à passer ce cap? Déjà je dirais, il n'y a pas de limites. La parité, ce n'est pas dans le papier, la parité doit être vraiment physique, la parité doit être palpable. Donc on doit arrêter de parler de la parité. Il n'y aura personne qui va nous pousser aussi. Il n'y aura personne qui va nous prendre pour nous placer dans une chaise. Nous devons nous lever et rester debout pour prendre de place dans les instances de prise de décision. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais on doit se battre pour arriver là. Donc je vais dire à une femme sportive qui a une vision pareille, lève-toi, va te battre. Donc nous, les femmes, on va aussi te soutenir. Pamela, vous avez conduit une étude sur la participation égale des femmes au sport il y a quelques mois. Est-ce que vous avez aussi des recommandations que vous pouvez nous partager sur ce sujet? Oui, bien sûr, il y a des recommandations, mais je voudrais juste en rajouter à la question qui a été posée Bien sûr. Sur la question du leadership des femmes dans le sport. Je pense que déjà, je vais donner l'exemple de la Conféges, qui est un acteur de la francophonie, qui œuvre continuellement à promouvoir le sport-études. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire en milieu universitaire parce qu'on a beaucoup d'instituts de sport où on sort des entraîneurs, des encadreurs sportifs. Il faut encourager les jeunes filles à embrasser des études dans le domaine du sport, à embrasser les métiers du sport. Moi, j'ai dit, quand j'ai arrêté la compétition, j'ai été cooptée en tant que journaliste et consultant sportif. J'ai découvert ce métier. C'est vrai que ce n'est pas un métier que je fais aujourd'hui, mais il y a beaucoup de débouchés dans le domaine du sport qui ne sont pas uniquement liés à la pratique du sport de compétition de haut niveau. Il y a vraiment un écosystème autour à promouvoir et à développer dans nos pays.
Donc vraiment sur cette question-là, et c'est pas toutes les athlètes ou tous les athlètes qui ont envie de devenir des entraîneurs. Donc à partir de ce moment-là, je pense que la question que vous posez est très intéressante et c'est là où la réponse de Nancy fait complètement sens. Il faut dire aux femmes d'identifier au-delà de la pratique du sport, qu'est-ce qui vous intéresse dans le domaine du sport et d'aller vers ces choses-là. Nous, on a conduit une étude justement parce que la francophonie aujourd'hui, ce n'est pas que les jeunes, la francophonie, il y a la Confégesse, il y a l'unité jeunesse sport citoyenneté où moi je suis. Donc si nous, on doit intervenir en matière de sport, il faut qu'on sache dans quoi et vers qui on doit intervenir et c'est ce qui nous a motivés à nous questionner sur le sport parce qu'on a aussi comme thématique priorité en francophonie l'égalité femmes-hommes. Donc dans cette étude, brièvement, on a eu quelques recommandations. Premièrement, l'une était liée à l'aspect institutionnel, donc renforcer l'élaboration des stratégies et des politiques de sport parce que c'est ça qui gouverne en fait le sport dans nos pays. Il faut bien, je dirais, encadrer cet écosystème-là pour pouvoir le dynamiser et le valoriser. La question de la communication, je pense, vous l'avez dit toutes les deux, donc la valorisation de l'égalité et de l'inclusion dans le sport pour augmenter la visibilité autour de la pratique et des métiers de sport, donc je le disais. Cette table ronde est faite pour ça aussi. Merci également à la direction de la communication qui le permet. Renforcer les capacités techniques et des jeunes filles et des femmes aussi bien dans la pratique que dans les métiers du sport. Ça, c'est revenu parce que les personnes qui ont été consultées dans le cadre de cette étude, notamment les femmes qui sont dans les fédérations, ont indiqué qu'elles ont besoin d'un renforcement des capacités de formation également pour pouvoir les capaciter à prendre des responsabilités et à pouvoir mieux connaître aussi les règles et les normes des sports dans lesquels elles sont impliquées. Développer la pratique du sport dans les écoles. Il y a beaucoup de nos pays francophones qui ont déjà des programmes pour encourager la pratique du sport. Donc, il faut pouvoir renforcer cette pratique-là. Et ça encourage aussi la construction des infrastructures de proximité. On l'a dit, on l'a répété. Il faut que les infrastructures soient le plus proches de la communauté pour que les enfants, filles notamment, puissent voir en fait ce dont on parle et qu'ils puissent y avoir accès à des infrastructures, selon cette étude, accessible et adapté. Ça revient à ce que Madame a dit sur les besoins spécifiques concernant la fille et la femme. Et bien entendu, tout ce qui est relatif à la famille, donc des recommandations par rapport à l'encouragement au dialogue parents-enfants sur la pratique du sport. Et un certain nombre de recommandations également sur la question des stéréotypes. Des recommandations également autour des ressources pour pouvoir mieux financer le sport et inclure le sport, donc la valorisation du sport dans les budgets nationaux. Donc, je ne vais pas aller dans les détails, mais on a eu un panel de recommandations qui, je pense, couvre un peu tous les aspects dont on est en train de parler individuellement ici. Merci pour toutes ces recommandations, Pamela, et j'encourage vivement tout le monde à aller consulter cette étude. Il y a un sujet qui a été abordé par toutes les trois, qui est que les stéréotypes dans le sport commence dès le départ, dès le bas âge. Et je vais me tourner vers quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu, vers Vieuxsa. Finalement, comment est-ce qu'on peut s'assurer de la participation égale si dès le départ, il y a ces stéréotypes et cette séparation? Et comment est-ce que l'éducation, justement, parce que beaucoup du sport au départ s'effectue dans le cadre scolaire, et donc quel est le rôle et la place que l'éducation peut avoir dans tout ça? Effectivement, merci Inès. Merci pour vos partages d'expérience, c'est très intéressant. Et un mot que j'ai relevé de vos contributions, c'est le mot apprendre. Ça relève à l'apprentissage. Donc, et moi, ça me renvoie au rôle de l'éducation, au rôle que l'éducation a pour combattre les inégalités, les préjugés qui sont faits aux femmes aujourd'hui, pour aller au-delà des stéréotypes et autonomiser les femmes dans ces domaines sportifs. Donc, comme l'égalité ou l'inégalité, pour la plupart des enfants, le sport commence à l'école. Les inégalités dans les sports commencent également à l'école. Donc, il est fondamental aujourd'hui, en fait, de se rendre compte que ces stéréotypes sont ancrés dès le jeune âge et dès l'enfance. Et donc,
il faut s'assurer que cette égalité-là dans les sports puisse être correctement intégrée et correctement comprise dans toutes les disciplines sportives, en passant par l'éducation et en passant par les ressources qui sont mises à disposition aujourd'hui des sportifs, des enfants à l'école sur les domaines des sports ou sur les matières de sport. Et en poursuivant sur toutes les étapes de développement et de construction ou d'éducation des enfants et des jeunes. Aujourd'hui, en fait, c'est flagrant encore de comprendre que près de 130 millions de femmes, ou de jeunes filles, pardon, sont déscolarisées encore dans le monde. Et parmi elles, une grande partie se trouve en Afrique également et n'ont pas de ressources éducatives de qualité ou adaptées à leur contexte. Donc cela veut dire que tant que cette égalité déjà dans le domaine de l'accès à l'éducation n'est pas atteinte, on ne peut pas prétendre à atteindre une égalité dans les domaines de sport. Ça va ensemble, ça va de pair. Donc les progrès sont très lents et les efforts doivent être encore plus importants. D'ailleurs, selon le dernier rapport de l'ONU Femmes, au rythme actuel des progrès, il faudra attendre encore à peu près 300 ans pour atteindre la parité complète, on va dire, dans tous les domaines de la vie, que ce soit de l'éducation, du travail, des sports, etc. Donc c'est énorme. Si l'on souhaite vraiment atteindre l'égalité dans les sports, la solution la plus viable et la plus proche de nous, en fait, et la plus pérenne, c'est l'éducation. Il faudra reconnaître le rôle transformateur qu'a l'éducation et qu'offre l'éducation à nos sociétés, notamment francophones, afin d'atteindre ceux qui en ont besoin, et en passant toujours par le sport qui est un domaine, un moyen plutôt, assez accessible pour atteindre les communautés et les populations et transformer finalement leur façon de penser ou leur perception. Vyosa, vous avez parlé du fait que les stéréotypes sont inculqués vraiment dès le plus jeune âge, et c'est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises dans les prises de parole de Nancy, de Pamela et de Annie. Est-ce que l'IFEF, donc l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, propose des actions et des solutions justement pour déconstruire les stéréotypes, et comment est-ce que ces actions contribuent à relever les défis de l'inégalité, que ce soit dans le sport, dans l'éducation? Oui, effectivement. À l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, nous avons mis une stratégie complète, une stratégie éducative globale, du coup, passant par l'éducation, qui est appelée Relief, et qui se décline sur 3 axes. Le premier axe est sensibiliser autour et sur l'importance de l'EFH, donc l'égalité femmes-hommes, mais aussi de l'égalité filles et garçons à l'école, en passant par des activités comme pédagogiques, comme des fiches pédagogiques, différentes activités, des démonstrations, des exemples sur les rôles, sur femmes-hommes, on va dire, les stéréotypes qui sont présents. Et cela se fait également, notamment en présentant des modèles femmes de réussite qui a vraiment un impact très important. Le deuxième axe, c'est le renforcement des capacités. On a parlé tout à l'heure de la formation. Le renforcement de capacités doit se faire d'abord à ceux qui transmettent les connaissances et les savoirs, donc c'est les enseignants. Le premier contact d'un enfant est celui avec son enseignant ou son enseignante. Donc il est important, il est crucial que les enseignants connaissent ou aient intégré ces principes de FH pour pouvoir les transmettre. Et le troisième axe, c'est promouvoir du coup les outils francophones, les ressources éducatives que nous avons produits avec différents experts, différents partenaires, afin de faciliter, on va dire, la prise en compte des concepts EFH par différents acteurs. Ça peut être aussi par les encadreurs des sportifs, par exemple, à un haut niveau, qui ont des compétences et des responsabilités énormes de transmission des savoirs et des compétences.
Mais cette promotion-là se fait également par des actions concrètes qu'on mène sur le terrain ou des mises en pratique, je dirais. Donc pour terminer mon propos, j'aimerais vous montrer quelques images d'une action concrète de sensibilisation, une action phare que nous avons menée en décembre dernier au Sénégal en collaboration avec le ministère de l'Éducation sénégalaise. Après une réflexion menée sur le besoin d'avoir quelque chose de tangible, une action impactante vraiment pour combler le gap et la fracture numérique qui a été mise en évidence par la Covid normalement. Du coup, cette activité-là, nous l'avons menée, d'abord ça s'appelle Relief, ça s'appelle la caravane Relief, je roule pour plus de filles à l'école. Ça a été mené sur 5 écoles et 5 villes différentes du Sénégal, en parcourant plus de 680 km. Et en atteignant vraiment des populations ou des écoles qui sont très marginalisées et reculées, qui n'ont pas accès à Internet, qui ont pas autant, on va dire, les moyens d'accéder à certaines connaissances et à certains outils d'éducation. Donc, en somme, cette activité-là, elle nous a montré en fait elle nous a montré une fois de plus en fait que pour atteindre l'égalité, on ne peut pas le faire sans l'éducation et on ne peut pas le faire sans qu'aucune fille et femme soit intégrée. Donc aucune fille et femme ne doit... Enfin, en fait, à travers cette activité, on visait, on va dire, ne laisser aucune fille et femme pour compte. L'inclusion. Ouais. Bien sûr, ouais. C'est une activité, Viosa, la caravane de Relief, qui a l'air vraiment intéressante et je propose qu'on regarde justement ces images dont vous parliez pour vraiment nous rendre compte de ce qu'a été cette activité sur le terrain. On se l'est dit, un des piliers pour atteindre l'égalité, pas seulement dans le sport, mais également dans les sociétés, c'est l'éducation. Mais comme nous sommes au jeu de la francophonie, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le sport, puisque c'est la raison pour laquelle nous sommes une des raisons pour laquelle nous sommes ici, puisqu'il y a aussi les activités culturelles. Mais quelque chose que vous avez souligné et qu'on n'a pas encore abordé, c'est le manque de soutien médiatique et le manque de soutien financier pour le sport féminin, que ce soit au niveau local, national, voire international. Et moi, je voudrais demander, et là, mesdames, soyez libres de répondre. Je ne vais pas adresser la question à l'une d'entre vous, mais je vous laisse libre de répondre celle qui souhaite. J'aimerais avoir votre avis sur la manière dont on pourrait amener les sponsors à financer et à médiatiser, ainsi que les sponsors et les médias à médiatiser et à financer davantage les équipes sportives féminines, que ce soit au niveau local ou que ce soit au niveau international. En fait, moi la première chose que moi je vais souligner, c'est d'abord le problème des gouvernances des structures sportives. Je crois que
Nancy l'a souligné, s'il n'y a pas le respect des textes qui régissent les fédérations, ce sera très difficile pour ces structures-là d'attirer les financements. Il y a autre chose que je voulais soulever aussi, c'est les questions par rapport aux filles et jeunes filles. C'est des questions des ambitions des filles. Oui. C'est très important que les filles puissent avoir et exprimer leurs ambitions. Mais il y a aussi une autre chose que nous avons remarqué dans les milieux sportifs, que notre structure essaye d'adresser, c'est les questions du harcèlement et d'exploitation sexuelle. Oui. C'est capital qu'on puisse mettre l'accent sur ça, parce que là où il n'y a pas le respect des droits, c'est difficile qu'on puisse chercher à investir les ressources, parce que ça risque de ne pas produire. Il y a aussi par rapport aux filles elles-mêmes, la gestion de leur carrière ou de leur parcours. C'est important que les encadreurs, femmes comme hommes, puissent de plus en plus mettre dans la tête des filles qu'il est très important d'avoir une bonne morale, le caractère. Parce que nous avons aussi constaté que par manque d'intégrité envers son corps, parce qu'on peut avoir des capacités, les talents, mais si à côté de ça, on pense utiliser son corps pour, comment je vais dire, pour avancer un peu plus vite, au finish, on ralentit la vitesse des accroissances des carrières, mais aussi on ne servira pas d'exemple pour d'autres. C'est ce qui a amené beaucoup de parents à retenir leur fille à la maison, parce qu'il y en a qui se disent, ma fille peut soit être harcelée dans ces milieux, ou alors voilà, se laisser faire parce que c'est les seuls moyens qui paraît, parce que ce n'est pas ça le seul moyen en réalité, c'est le seul moyen qui paraît facile pour les filles pour avancer. Il y a aussi la question de redevabilité. C'est très important si les autorités sportives ne sont pas redevables envers les athlètes. J'ai déjà parlé des textes qui régissent les fédérations envers les athlètes et aussi leur communauté. Ce sera difficile parce que personne ne veut investir de l'argent là où il n'y a pas une bonne gouvernance, là où il n'y a pas d'intégrité ou de moralité, là où il y a les désordres, au fait. Ça sera très difficile. Il y a aussi une chose qui m'étonne souvent quand j'entends les sports féminins. Oui. Est-ce qu'il y a le sport féminin et le sport masculin? Oui, il y a le sport tout court et nous voulons promouvoir la participation féminine dans les pratiques sportives. Ça aussi, c'est très important parce que j'ai comme l'impression que nous-mêmes, nous avons intériorisé et féminisé nos problèmes. Et du coup, comme nous vivons dans une société où les besoins des femmes ne sont pas prioritaires, nous ne pouvons pas nous poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il y a moins d'investissement, il y a moins d'attention des presses, il y a moins de ressources qui soient investies. Donc, je pense que nous-mêmes aussi, nous devons, quand je dis nous, et moi en tant qu'activiste, et les sportives et toutes les personnes qui veulent voir une meilleure participation des femmes et des filles dans les pratiques sportives, nous devons aussi déconstruire notre manière d'analyser et de présenter nos plaidoyers pour une meilleure participation des filles. Donc, ça, ce sont quelques points que je voulais souligner, mais c'est très important de travailler avec les médias, mais aussi faire le pont entre les milieux sportifs et d'autres milieux. Oui. Je vais parler de nous, les activistes, par exemple, nous faisons beaucoup de bruit. C'est faire le pont entre les milieux sportifs et les milieux d'activistes. Ça peut attirer l'attention et ça peut attirer les ressources. Faire le pont entre les milieux sportifs et les milieux, je vais dire, des droits, par exemple, ça peut renforcer la redevabilité. Parce que pourquoi est-ce que les fédérations ne respectent pas
règlement. C'est parce qu'il n'y a personne qui les contraint, n'est-ce pas, qui le pousse à ce qu'il regarde qu'est-ce que tel article dit, qu'est-ce que l'autre article dit pour qu'il soit redevable. De l'autre côté, faire aussi un pont entre les milieux sportifs et, par exemple, les milieux entrepreneuriaux. Parce que nous avons besoin de ressources. Ceux qui créent les ressources sont dans l'entrepreneuriat. S'il n'y a pas cette relation, s'il n'y a pas un pont entre différents milieux, alors les sports, pas de manière générale, parce que nous savons que là où les hommes pratiquent les sports, il y a plus d'attention, mais parce que pour la participation des femmes, ça n'attire pas plus de ressources et plus d'investisseurs, il y a besoin de faire ces liens-là pour attirer l'attention et surtout former notre collègue l'a mentionné, Jessa l'a mentionné, former ceux-là qui vont parler des pratiques sportives féminines. C'est très important parce que la manière dont on présente ça peut soit renforcer les stéréotypes et attirer des stigmatisations sur les femmes ou alors déconstruire ce qui a été conçu pendant longtemps et attirer les investisseurs et attirer les ressources. Voilà quelques points que je voulais partager en réponse à votre question, mais aussi à d'autres réflexions générales. Je pense que vous avez souligné des points qui sont extrêmement importants. Et si d'ailleurs Pamela, Nancy ou Viosa voulaient réagir. Ouais. Donc je pense qu'on va se compléter toutes. Ouais, moi, je vais m'inscrire dans la suite. Déjà, je vais donner une image et ensuite je vais enchaîner avec ma réponse. Vous voyez, quand un bébé naît, une bébé fille naît, généralement quand on lui fait la douche, on donne le bain. Quand c'est une fille, on veut faire des gestes pour qu'elle sache danser. Quand c'est un garçon, on veut faire des choses pour qu'il soit plus fort. Et je pense que quand on grandit, c'est comme ça et c'est ce qu'on dit depuis le début. Vous avez parlé des médias, vous verrez l'engouement pour diffuser les concours Miss n'est pas le même engouement pour diffuser les championnats d'athlétisme de femmes, par exemple. C'est toujours les mêmes stéréotypes qui se poursuivent. Donc, dans votre question, j'ai entendu financement, j'ai entendu valorisation dans les médias. C'est deux choses qui vont de pair, mais c'est deux choses tout à fait différentes. On parle de financement. Ma réponse à la question sera purement institutionnelle parce que je prends en compte le fait que je travaille à la francophonie. Et donc, c'est immédiatement aux politiques publiques que je pense, immédiatement aux stratégies de développement du sport que je pense, immédiatement aux équipements que je pense, immédiatement au financement des clubs que je pense. Parce que pour pouvoir promouvoir et valoriser le sport et la participation égale dans le sport, il faut produire des champions. Et quand on produit des champions, on intéresse des sponsors, on intéresse des partenaires et on positionne l'État, en fait, en matière de sport. On a des États dans nos pays francophones aujourd'hui qui sont reconnus pour le basketball, pour le football, pour le karaté, pour l'athlétisme, etc. Il faut pouvoir voir les niches en fait d'éclosion du sport dans nos pays et pouvoir dédier des actions institutionnelles parce que la question du sport et de la promotion de l'égalité dans le sport, on doit le prendre de manière holistique et pas individuelle. Oui. C'est tout un écosystème qu'il faut développer. Tant qu'il n'y a pas d'équipement adapté, tant qu'il n'y a pas d'infrastructure, tant qu'il n'y a pas d'accompagnement, on ne pourra pas produire des athlètes et des championnes. Et tant qu'on ne produit pas des athlètes et des championnes, on ne pourra pas avoir le financement nécessaire et la visibilité nécessaire. C'est la même chose quand on parle de médias. Les médias, et vous êtes spécialistes de la communication, veulent de l'événementiel, quelque chose qui attire de l'attention, quelque chose qui intéresse. Si on ne change pas l'organisation de nos événements sportifs féminins, on aura du mal à intéresser les médias. On aura du mal à avoir des spectateurs et des téléspectateurs. Et quand on parle de médias, c'est la billetterie. C'est tout ce qui est gaming, c'est tout ce qui est téléspectateur, je le disais, à faire du chiffre en termes de statistiques, combien de personnes ont regardé, d'où, etc. Donc, les médias aussi veulent faire du chiffre. Donc c'est tout. En fait, quand on parle de championnat de basketball de femmes aujourd'hui, on dira, franchement, autant regarder les garçons parce que la compétitivité, c'est pas intéressant, elles sont pas fortes, elles sont pas puissantes, on n'a pas du jeu.
Tout simplement parce qu'on donne l'impression que ces compétitions-là ne sont pas aussi intéressantes que les compétitions masculines. On fait toujours un parallèle ou une opposition qui n'est pas intéressante parce qu'il faut juste injecter de l'argent, il faut juste injecter de l'expertise, madame l'a dit, former aussi les journalistes sportifs à pouvoir commenter ces compétitions de sorte à intéresser l'auditeur ou le spectateur. C'est de l'événementiel, les médias. Donc la valorisation... la promotion et donner le temps de parole aux athlètes féminines dans les médias. Parce que tant que les athlètes féminines n'auront pas un espace pour pouvoir parler de leur discipline, pour pouvoir s'exprimer autant sur leurs résultats que sur les difficultés auxquelles elles sont confrontées, on aura du mal à comprendre. Quelqu'un aura du mal à se décider entre regarder un match de basketball féminin ou aller se promener dans son quartier à côté. Donc je pense qu'il ne faut pas aborder la question de manière juste individuelle, mais il faut la prendre de manière holistique et voir quels sont les autres paramètres qui entrent en jeu lorsque nous posons en fait ces questions. Je me rappelle très bien, je l'ai lu, en Pierre de Coubertin par rapport au JO a dit que des JO où il y a la participation de la femme ou que les femmes participent, c'est inintéressant. Les femmes sont faites pour couronner les vainqueurs. Il faut qu'on commence à savoir, et ça a changé aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'athlètes féminines. Je pense par exemple à Clarisse Agoyenou, la plus grande championne de judo au monde, qui est française, qui va participer au JO. Ça doit pouvoir nous intéresser, ça doit pouvoir nous appeler à nous dire nous devons encourager à avoir autant de championnes. Tant qu'on en aura, on en parlera. Et plus on en parle, les médias auront de quoi faire des émissions, de quoi faire de l'audimat, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, de l'audimat justement, et la valorisation, ça passe par là. Les médias sociaux aujourd'hui, franchement, nous avons tous un compte Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Nous pouvons l'utiliser et parler. Chacun a une responsabilité individuelle, mais le développement du sport en lui-même, la participation égale, elle est holistique. Et moi, je vais terminer par quelque chose de très intéressant. On est au jeu de la francophonie, c'est pas fini. 2024, il y aura les Jeux Olympiques. 2026, il y aura les Jeux de Dakar. Tous ces grands rendez-vous sportifs mondiaux doivent servir d'espace pour parler de la question de la participation égale dans le sport. On l'a fait aujourd'hui. On doit pouvoir le faire pour les JO, on doit pouvoir le faire pour les JOJ à Dakar. Et on ne doit pas s'arrêter là. L'IFEF, dans ses caravanes, doit parler de la participation égale des filles et des femmes au sport en utilisant l'éducation. Madame au barreau, que ce soit dans son club, etc. Vous, avec les avocats, les leaders religieux, chacun d'entre nous a un rôle à jouer et on doit pouvoir s'engager à le faire en fait. Mais moi, je l'aborde plutôt de manière holistique, comme je l'ai dit, parce que nos institutions, nos États ont un rôle à jouer pour impulser tout ça. Ouais, vraiment, moi, je vais compléter. Je vais commencer d'abord avec ce qu'a dit Madame Annie. Et puis, je vais poursuivre, Madame Pamela. Madame Annie a dit quelque chose de très, très important. D'abord, le pratiquant, particulièrement en Afrique, si je peux parler Afrique, les gens ne maîtrisent pas d'abord le règlement de leur fédération et autres. Et du coup, ils sont sociétaires, ils viennent voter, on leur dit on va voter telle personne, ils votent sans problème. Déjà, quand vous ne maîtrisez pas les règlements, les lois du pays qui parlent du sport, c'est-à-dire on ne fait rien, on tourne en rond. Ils vont venir, ils vont appuyer quelqu'un, même s'il est dans la faute, on va toujours l'appuyer par ignorance, si je peux le dire. Ils sont en train d'appuyer par ignorance. Et c'est là où la question de l'éducation doit entrer. Donc on doit éduquer d'abord les enfants. On doit lever dans la tête des gens que quand on pratique, on n'a pas le temps d'aller à l'école. Plus en Afrique, c'est ça. Quand on fait le sport, les études deviennent un peu négligées. Alors qu'on pratique et on étudie au même moment, c'est une chose très importante. C'est très, très avantageux. Ça permet à ce que la personne maîtrise tout ce qu'elle fait. Elle a le temps de lire parce que quand tu es intellectuel, tu n'es pas là, on ne t'amène pas, on ne te tire pas. Tu as le temps de dire non sur ça parce que tu connais les lois, tu maîtrises la chose. On a un problème de sponsoring au niveau national parce que nos fédérations ne savent pas vendre la chose. Ils n'ont pas une bonne politique de vendre la chose. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas ça. Il manque cela et ça fait que lorsqu'il va vers le sponsor, je me rappelle en 2005 ou 2004, moi j'étais championne du Congo et à l'époque c'était, je crois, une compagnie d'aviation. J'avais reçu un billet d'avion, truc, parce que le président qui était là, il savait faire le marketing du karaté. Il allait voir les sponsors, il parlait avec les sponsors et on lui faisait confiance. En 2006, lorsque Vodacom est venu vers le karaté,
et il y a eu le bicéphalisme, troublé directement, Vodacom s'est retiré. Et la faute revient à la fédération. La faute revient aux pratiquants. Vous voyez, donc déjà, les fédérations font en sorte que le sponsor recule. Vous voyez, et si je veux parler de personnel, des athlètes, et je dirais du côté plutôt la politique nationale, on a le parti sport et loisirs. Et moi, je pense que du côté loisirs, il y a toujours des jeux ou encore des activités qui font entrer de l'argent. Les ministres peuvent jouer à ces points-là pour renforcer les capacités des athlètes. Donc, c'est-à-dire mettre les athlètes à l'avant-plan pour dire que vous êtes telle société, si vous voulez œuvrer, si vous voulez travailler dans les bons, vous devez soutenir telle championne. Ouais. Et c'est par là qu'on peut souffler. Et si tel n'est pas le cas, c'est compliqué parce qu'un athlète seul, aller vers un sponsor, ça a toujours été compliqué. Et surtout dans les arts martiaux, n'en parlons même pas. C'est vraiment compliqué. Peut-être tennis, ça passe un peu. Et oui, hein, peut-être tennis, hein, c'est là où ça passe, football un peu. Mais les arts martiaux, c'est vraiment difficile. Et si le gouvernement mettait quand même des stratégies pareilles pour les athlètes, moi je pense que ça pourrait aller comme en France. Il y a le champion olympique, il travaille, mais on nous apprend qu'il part 2 fois au travail. Vous voyez? C'est des politiques d'assouplissement. Voilà. Et cette politique-là n'est pas partout. Et c'est ce qui fait aussi que le sport féminin, bon, le sport du côté féminin, pour ne pas parler, pour refuser ce que Mme Annie a dit, on ne parle pas de sport féminin. Le sport au féminin. Le sport pratiqué par les femmes. Les femmes qui pratiquent le sport ne puissent pas s'éclipser toutes. On doit les soutenir. On doit les soutenir avec cette politique. On trouve les sponsors, on le place. Et on leur donne un travail. Si elles n'étudient pas, on le met dans les institutions pour apprendre. Parce que c'est très important. Vous voyez? Donc tout ça, ça joue vraiment beaucoup pour la promotion du sport. Et les femmes aussi dans le sport doivent se vendre. Aujourd'hui, on nous a parlé des réseaux sociaux qui existent. Mais ça me fait très mal. Vous voyez, plus en Afrique, excusez-moi vraiment de taper sur ça. Vous voyez, elles ont des comptes Facebook, elles ont des pages Facebook, mais elles ne communiquent pas sur ce qu'elles font. Elles ne communiquent pas sur ce qu'elles font. Elle est là sur sa page, elle préfère vendre les images qu'elle est en train de danser, au lieu de montrer aux gens que j'étais sur les tapis, j'ai donné le meilleur de moi, je suis aujourd'hui championne. Et c'est ça mon combat de tous les jours avec la dynamique des jeunes femmes. J'ai une vice-championne au jeu de la francophonie, du côté de la lutte. Elle, on s'est battu avec elle parce que je disais, mais attends, tu as un compte Facebook, qu'est-ce que tu fais avec? Elle n'a même pas communiqué. Aujourd'hui, elle est vice-championne. Elle n'a même pas communiqué sur son page Facebook. Il n'y a rien. Elle ne communique même pas. Il y a des judokas, je dis, mais tu es en train de publier les gens qui te postent, mais parle de toi, parle de ce que tu es en train de faire. Alors, c'est compliqué, tu vois. Il y a une autre qui me disait, un de ses coachs qui disait, tu ne peux pas filmer à l'entraînement. C'est déjà quelque chose, le coach ne comprend pas. Parce qu'elle doit se vendre, mais si vous l'empêchez de filmer ses entraînements, c'est fini, elle ne peut pas avancer. Vous voyez, moi je me rappelle à une période où mes coachs ne me suivaient pas. J'avais des problèmes avec la fédération, mais le coach me suivait à travers mes pages, à travers mon compte Facebook. Parce que tout ce que je faisais, c'était après mon entraînement, pendant mes entraînements, je prenais des images que j'ai publiées. Et tu vois, le coach qui vient, il te dit non, 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 là tu as mal fait. Il faut arranger ça. Parce qu'il a vu la vidéo, il a corrigé directement. Donc, on doit d'abord se vendre. Quand on est athlète, on est dirigeant sportif, on est entraîneur, il faut d'abord vendre ce que tu fais. Donc, c'est comme ça qu'on peut parler de la promotion du sport chez la femme qui le pratique. Si je vais dire comme ça. Alors moi, je rajoutais en continuité de ce qui a été dit sur la question de l'investissement, qu'en fait, il appartient aux institutions internationales et régionales et nationales également d'investir tous leurs moyens possibles dans la création d'opportunités, la création d'opportunités d'apprentissage aussi pour l'amélioration de l'intégration de ces concepts à tous les niveaux de l'éducation. Il appartient aussi au gouvernement
de réviser leur politique éducative pour intégrer ces concepts dans les sports, mais dans tous les niveaux aussi des curricula, on va dire. Et enfin, c'est un rôle que nous tous, on doit porter haut et être porte-parole pour promouvoir vraiment la participation égale des femmes et des filles dans les sports, au même titre que les garçons. Et je pense que ce que vient de dire Vyosa rejoint totalement ce que Nancy a dit, ce que Pamela a dit, ce que Madame Annie a dit. Effectivement, il nous appartient à nous toutes et à nous tous de faire cette promotion pour l'égale participation des femmes dans le sport et non pas pour la promotion du sport féminin. Ça, je l'ai bien noté. Beau jeu de mots. Et je pense que vous avez entièrement raison. Il faut qu'on arrête cette dichotomie sport féminin, sport masculin. Non, il y a le sport. Et dans le sport, il y a des hommes et il y a des femmes qui pratiquent un sport. C'est ça. Et je pense que là tout a été dit, et donc c'est à nous maintenant de reprendre le flambeau et de partager et de faire un plaidoyer à tous les niveaux, hein, que ce soit dans nos communautés, que ce soit dans les institutions internationales, auprès des gouvernements. Vraiment, nous avons tous et toutes un rôle à jouer pour promouvoir cette participation égale dans le sport. Je vous remercie de nous avoir suivis et d'avoir suivi cette conversation qui était vraiment très intéressante avec des femmes qui ont des parcours vraiment exceptionnels. Et je vous invite à nous rejoindre sur d'autres conversations, car nous sommes là jusqu'à la fin des Jeux le 6 août. Merci à toutes et à tous.